Nous sommes maintenant avec Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec, et Jean-François Trudel, président du Mouvement des étudiants socialement responsables. Jean-François Trudel, j'ai reçu plusieurs courriels d'étudiants qui sont contre cette grève parce qu'on pense que tous les étudiants sont pour, donc vous êtes contre cette grève. Pourquoi? Pourquoi? Bien, écoutez, je trouve que d'abord, c'est une hausse tout à fait raisonnable pour les étudiants. Écoutez, quand on regarde la moyenne canadienne, elle est beaucoup plus élevée qu'au Québec et pourtant, selon une étude de l'OCDE, le Canada est le pays de l'OCDE qui a le plus de diplomation postcollégiale, postsecondaire, pardon, dans l'OCDE. Donc, écoutez, il n'y a pas vraiment une corrélation entre frais de scolarité et le niveau d'éducation. Donc, écoutez, quant à moi, c'est tout à fait raisonnable. Et aussi, les universités québécoises sont les plus endettées au Canada. Donc, écoutez, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Martine Desjardins de la Fédération étudiante universitaire du Québec, là, on parle d'une augmentation là, de 230 $ par année, parce qu'on dit une fois qu'on tient compte des crédits d'impôt provinciaux et fédéraux, ça revient à 230 $ par année. C'est pas la mer à boire, 230 $ par année. C'est 325 $ par année. Les crédits d'impôt, ça va venir après les études pour la majorité parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour pouvoir bénéficier des crédits d'impôt. Ça va aller à leur famille. Mais pour qu'une famille puisse bénéficier des crédits d'impôt, il faut qu'elle fasse suffisamment d'argent pour avoir accès justement à ces crédits d'impôt-là. Donc, c'est 325 $ par année. 1625, c'est 75 % d'augmentation. On a vécu 30 % d'augmentation au cours des 5 dernières années. Aucune amélioration au niveau de la qualité de l'enseignement ou encore au niveau de la recherche. Tout ça est allé dans des dépassements, là, finalement, des coûts au niveau administratif, des salaires faramineux des recteurs. On n'a qu'à penser à l'îlot voyageurs aussi qui était arrivé en 2007-2008. Je veux dire, 435 millions des contribuables qui étaient allés dans un bâtiment vide. Je pense qu'il y a un ménage à faire au niveau des administrations universitaires avant d'aller piger dans les poches des étudiants et des contribuables parce que les étudiants ont des familles qui payent aussi des taxes et des impôts. C'est ça la réalité. Mais là, Martine Desjardins, les gens disent on met tous l'épaule à la roue, les temps sont durs, on est endetté au Québec, tout le monde se serre la ceinture. Il faut que les étudiants, eux autres aussi, fassent leur part. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi que les administrations universitaires fassent leur part, qu'ils fassent leurs chiffres. On demande aux contribuables de serrer la ceinture alors qu'on va dépasser, signer un chèque en blanc à des administrations universitaires qui ne font même pas la preuve qu'ils sont capables de bien gérer l'argent des contribuables québécois. Je pense qu'il y a vraiment un non-sens ici. Donc, combien d'argent ont-ils besoin? Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde en voudrait plus pour eux, pour leurs entreprises, pour les administrations universitaires. Ce qu'on demande, c'est quoi exactement cette qualité universitaire-là dont on se fait tant les défenseurs? Jean-François Trudel, justement, il y en a des gens comme Martine qui disent, ben là, ils nous demandent de payer, qu'ils fassent donc le ménage dans leurs affaires avant, puis après ça, peut-être qu'on serait prêt à payer. Mais effectivement, on donne des primes de séparation ou des salaires complètement débiles à des recteurs d'université. On a vu l'îlot voyageur, alors que c'était l'UQAM qui était derrière ça, qui a dilapidé des fonds publics. Il y a des gens qui disent, ben là, c'est pas le temps de demander une augmentation. Faites du ménage, puis après ça, on verra. Bien, écoutez, c'est toujours facile frapper sur les administrateurs, c'est de la faute aux administrateurs, mais un jour, c'est que les universités doivent avoir des administrateurs compétents. Donc, c'est facile de dire on va couper leur salaire, on va couper let's go, mais il faut, les gens, les managers compétents, s'ils voient ça, ils vont juste dire pourquoi j'irais dans une université où je vais devoir me battre avec des syndicats étudiants qui ne veulent rien entendre, me battre avec un système qui est sous-financé. Écoutez, on est les plus endettés au Canada, nos universités. Donc, écoutez, pourquoi un manager irait se mettre là-dedans si c'est pour se battre, quand il peut avoir une carrière plus confortable au privé? Je vais prendre des appels. Françoise, on vous écoute, Françoise. Oui, bonjour. M. Martineau. Moi, je suis bien révoltée ce matin là, parce que ma petite fille m'a appelé hier, elle a 23 ans. Elle était supposée aller à l'Université de Montréal. Ils ont coupé ses bourses parce qu'ils disent qu'elle a trop fait d'argent. Elle travaille 2 jobs pour payer son logement, l'Hydro-Québec, sa nourriture, puis se vêtir, puis ils disent qu'elle a trop gagné d'argent, ça fait qu'elle n'a plus de bourse. Alors vous êtes d'accord avec les étudiants? Bien, je suis d'accord avec les étudiants, puis je suis bien révoltée contre le ministère, là, qu'il devrait étudier les cas, là, parce qu'elle est pauvre. Moi, je suis une personne âgée, j'ai juste ma pension de vieillesse, là. Ça fait que je l'aide quand je peux l'aider, je l'aide, mais je peux pas payer ses études. Merci beaucoup, je comprends pas ça, là. Merci, Françoise. On a Marcel au bout du fil. Marcel, on vous écoute. Bon, bonjour, M. Martineau. Moi, ce que je veux... M'entendez-vous, là? Oui, oui. Moi, ce que je veux parler, c'est la ministre, le ministère, qui a donné l'ordre aux professeurs de traverser des lignes. Mais écoute donc, on a-tu un gouvernement de bandits? On a-tu un gouvernement criminel? Ils sont tous pareils dans tous les ministères.
Ça se dit pas, ça fait 80 ans, j'ai jamais entendu, moi, un gouvernement dire aux gens, brûlez les lignes de piquetage. Voyons donc. Merci les beaucoup. jeunes-là, ils négocient, ils essaient d'améliorer le sort. Il y en a qui ont raison, sont plus capables d'arriver. Ben, qui taxent les gens là, qui ont 100 000, là, puis les seuls qui gagnent 25 000, 30 000, ne sont pas capables d'envoyer les enfants aux études. Ils sont pas capables. Merci beaucoup, Marcel. Richard, dernier appel, Richard. On va en Oui, prendre. bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'époque, moi, je suis un retraité. Et en 1972, j'ai terminé mes études avec 8 000 donc pour le collégial et l'universitaire. 8 000 de dette. 8 000 de dette. Donc, en dollars d'aujourd'hui, ça ferait beaucoup plus que ce dont les étudiants se plaignent aujourd'hui. L'autre chose, on parle de ligne de piquetage. Moi, je crois que les étudiants, il faut qu'ils réalisent qu'une ligne de piquetage, ça s'adresse à tes collègues, aux gens qui sont dans le même domaine que toi et non aux patrons ou aux professeurs. Donc, ces professeurs-là ont le droit de rentrer au travail et une ligne de piquetage, c'est pas infranchissable par qui que ce soit. Là. Merci beaucoup, Richard. Merci. Jean-François Trudel, les gens qui disent, comme la première dame, ma fille, elle n'a pas d'argent, si on augmente les frais de scolarité, elle va être encore plus prise à la gorge. Est-ce que ça vous touche, ce genre d'argument-là? Mais écoutez, je ne commenterai pas sur le cas particulier qu'elle a mentionné, évidemment, parce que je ne suis pas au courant. Mais écoutez, comme je disais, on parle des crédits d'impôt. Avec une hausse, admettons qu'avec la hausse des frais de scolarité, il y a 800 millions de dollars en frais de scolarité qui vont être déclarés en plus au fédéral. Il y a moyen d'aller chercher 100 millions de dollars en crédit d'impôt au fédéral. Rajouter à ça 488 au provincial. Donc, écoutez, finalement, on aide quand même beaucoup ceux qui sont les plus démunis. J'ajouterais aussi que 35 des revenus qui vont être levés par la hausse des frais de scolarité vont être retournés en prêts et bourses. Donc, écoutez, on aide les pauvres. Et aussi, le gros problème, justement, on parle de la question des pauvres, mais qu'est-ce qu'on fait quand on parle qu'on pense aux plus riches aussi? C'est on subventionne les riches en ce moment. Tout à fait. Justement, on va en parler après la pause. Restez avec nous. Est-ce que le système actuel, finalement, ne fait que aider les gens qui sont en moyen? Avec nos invités, vos commentaires après la pause. Alors, Martine Desjardins, avant la pause, Jean-François Trudel soulevait un point qui est souvent repris par les gens, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le besoin, ils ont déjà un système de prêts et bourses qui même va être bonifié. Donc, finalement, le système actuel, il aide qui? Bien, il aide les gens qui sont déjà en moyen pour aller à l'université. Et les chiffres le démontrent aussi. Les gens qui ont besoin, les gens plus pauvres n'y vont pas à l'université. Est-ce que c'est vraiment en gardant ça gratuit qu'on va nécessairement les aider? Ça, c'est un mythe souvent qu'on entend. En fait, le programme de prêts et bourses, ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, on a 7 $ par jour pour manger dans ce programme-là. On voit les prix d'alimentation augmenter. On a vu d'ailleurs Moisson Montréal qui disait que le recours aux bourses alimentaires, là, justement, c'est 30 d'augmentation au cours de la dernière année. Là, on voit que les étudiants vivent avec très peu de moyens et essaient finalement d'aller à l'université. Mais évidemment, le système de prêts et bourses ne permet pas de combler ces différentes lacunes-là. D'ailleurs, au niveau des prêts et bourses, encore aujourd'hui, Internet est considéré comme un bien de luxe. Je veux dire, en 2012, Internet, un bien de luxe. Le ministère est vraiment déconnecté de la réalité étudiante. Là, on le voit encore à ce niveau-là. Puis, un autre côté, on demande aux étudiants finalement d'aller travailler plus à l'extérieur, mais on sait que, par exemple, en 72, ça prenait 4 semaines de travail au salaire minimum pour être capable de se payer nos droits de scolarité. Mais aujourd'hui, c'est 6 semaines. Il y a des gens qui nous écoutent. Qui va voir les billets de Madonna qui ont été vendus comme en 22 minutes? J'en vois des show rock. C'est tous des jeunes qui sont là. Ils ont des iPads, ils ont des iPods. Je veux dire, quand même, ils sont pas tous pauvres en train de manger du macaroni 3 fois par jour. Là. La réalité, là, on a fait une étude auprès de 12 600 répondants. C'est pas rien. Là. Et on a réalisé que 50 d'entre eux vivent avec moins de 12 500 $. C'est ça la réalité. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que finalement, les étudiants vivent avec très peu de moyens. On dit oui, mais leurs parents pourraient les aider. C'est sûr, 95 des parents disent qu'ils sont d'accord, qu'ils veulent que leurs enfants poursuivent au niveau universitaire parce que ça va leur assurer un avenir de qualité. Mais évidemment, la moyenne de contribution familiale, c'est 2 600 $. Donc, ça couvre même pas les frais de scolarité, donc la facture étudiante pour une année complète. C'est ça la réalité. On demande aux familles de serrer la ceinture, puis les étudiants n'ont pas les moyens.
Se serrer la ceinture, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de je sais pas, de la jeunesse? Quand j'étais jeune et je suis parti en appartement, on était, je sais pas, je pense qu'on était 5 colocs dans cette maison. J'ai jamais compté exactement le nombre de gens qui étaient là-dedans. C'est certain que c'est comme ça. Au début, tu manges effectivement du macaroni, tu te sers la ceinture, tu vas aux études, tu travailles fort, et puis à un moment donné, tu as ton diplôme universitaire, puis quand tu sors, ben là, tu as une bonne job, et c'est là que tu fais de l'argent. Exactement. Puis écoutez, la manière dont on en parle et la manière dont les opposants à la hausse des frais en parlent, on dirait que c'est une dépense. On dirait que c'est une dépense comme les autres, comme acheter une boîte de céréales, le prix monte, on en achète moins. C'est pas ça l'éducation, c'est un investissement. Oui, en ce moment, ça coûte quelque chose, mais écoutez, quand on regarde les salaires des professionnels, là, ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire gagnent de 10 000 à 20 000 $ de moins que ceux qui ont un diplôme universitaire. Quand on compare ça aux étudiants en droit, ceux qui vont sortir dans un cabinet vont gagner entre 80 000 et 90 000 la première année. C'est de 20 à 30 000 de plus que la moyenne. Donc, écoutez, si pendant 3 ans, va falloir se serrer un peu la ceinture, dans le futur, l'argent va rentrer. C'est un investissement, l'éducation. Et non seulement c'est un investissement, mais c'est les garder artificiellement bas, c'est subventionner les riches de demain. C'est demander aux contribuables de payer ceux qui vont devenir riches dans le futur. On a Pierre au bout du fil. Pierre, on vous écoute. Pierre. Oui, regardez, moi, personnellement, moi, je suis d'accord avec le petit monsieur, là. Moi, je regarde mon écran, là. Il est complètement à droite, là. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui parce que non, le petit étudiant, là, qui a envie, là, de perdre son temps de l'université, là, c'est parce qu'il croit quelque part qu'il va gagner quelque chose en bout de ligne. C'est un investissement. Mais 75 % du monde qui est à l'université, c'est parce qu'ils veulent se pogner le cul. Merci, Pierre. Thérèse au bout du fil. Thérèse au bout du fil. Thérèse, on vous écoute. Oui, c'est moi. Bonjour. Moi, je suis une grand-mère. Je paye pour trois étudiants. On en vient en bout, là. Sont à Concordia. J'ai des jumelles de 19 ans, puis le gars, il a 20 ans. Et puis, 3 fois 300 pièces, c'est 1000 pièces de plus par année. Moi, ça me dépasse comme c'est, là. OK, donc vous êtes pour les revendications des étudiants? Ben oui, parce que là, il va falloir faire un triage sur les 3. Il y en a un ou 2 qui va avoir de la peine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Martine, oui. Donc elle paie pour ses 3 petits-enfants, si j'ai bien compris. Là, je vous voyais opiner de la tête. Quoi, c'est des histoires que vous entendez souvent? C'est des histoires qu'on entend de plus en plus régulièrement. Il y a d'ailleurs une étude du gouvernement du Québec, là, du ministère de l'Éducation lui-même, qui disait qu'il y avait 7000 étudiants qui allaient devoir quitter les bancs d'école suite à la hausse des frais de scolarité parce qu'ils n'auraient plus les moyens d'y accéder. Donc, la réalité, elle est là. C'est des histoires qu'on entend régulièrement. Il y a des gens qui nous appellent régulièrement pour nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que leurs petits-enfants vont devoir aussi assumer la dette du Québec. Et donc, si on continue d'endetter ces générations-là, qu'est-ce qu'on va faire? Faut pas oublier, là, on parle d'un investissement. Est-ce que ces gens-là gèrent bien leur argent, ces gens-là qui ont de la misère à arriver? C'est-à-dire, c'est certain que s'ils sortent tous les soirs et ils s'achètent tous les gadgets à la mode, c'est certain qu'ils n'y arrivent pas, là. La réalité, ce qu'on voit, là, c'est que les étudiants, lorsqu'ils gagnent, là, finalement, leur argent, 70 % de leurs dépenses sont sur les besoins de base. Logement, alimentation, frais de scolarité, factures étudiantes. Donc, c'est clair pour nous là, que quand on voit les étudiants-là qui vont dépenser de l'argent à gauche et à droite, c'est des étudiants qui proviennent souvent de familles plus favorisées. Mais la majorité, là, 9 étudiants sur 10 qui vont arriver en transport en commun, je veux dire, je vous mets au défi d'aller vous mettre devant un métro puis compter le nombre d'étudiants qui arrivent en métro plutôt que d'étudiants qui arrivent en voiture. Mais vous allez voir qu'il y a un plus grand nombre, justement, qui vont se priver et les dépenses de transport augmentent aussi régulièrement. Je voudrais revenir sur l'investissement. On parle d'un investissement personnel, mais il ne faut pas oublier que c'est un investissement collectif, l'éducation postsecondaire. Chaque dollar investi pour un étudiant universitaire va rapporter 5,30 $ en taxes et en impôts. C'est un investissement collectif. C'est la raison pour laquelle c'est louable, justement, de voir les étudiants qui se mobilisent. Le mot de la fin à Jean-François Trudel, qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, quand on sort l'investissement collectif, ça m'amuse tout le temps parce qu'en ce moment, le corps étudiant représente 5 % des contribuables québécois et donc, le 95 % qui reste va être en moyenne plus pauvre que le 5 % d'étudiants. Donc, oui, on parle d'investissement collectif, mais l'investissement collectif, c'est qu'on prend aux pauvres pour donner aux futurs riches. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. On n'aime pas ça quand on prend aux pauvres pour donner aux riches en ce moment, mais c'est la même chose à travers le temps. Il ne faut pas prendre aux pauvres, donner aux riches, et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Les étudiants vont être plus fortunés en moyenne dans le futur, et il faut que les coûts de l'éducation reflètent ça d'une manière minimale.
minimale. Merci beaucoup. J'invite les gens à continuer la conversation sur notre page Facebook Franchement Martineau. On est rendu, je pense, à 150 commentaires. Martine Desjardins, Jean-François Trudel, merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, nous allons...